Mesdames et Messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette Assemblée annuelle des actionnaires de Bombardier. J'accueille également avec plaisir les participants qui suivent le déroulement de notre Assemblée sur le site Internet de Bombardier. Je vous demande de fermer vos cellulaires et tous autres appareils électroniques dès maintenant pour la durée de l'Assemblée. Ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette Assemblée annuelle des actionnaires de Bombardier. J'accueille également avec plaisir les participants qui suivent le déroulement de notre Assemblée sur le site Internet de Bombardier. Je vous demande de fermer vos cellulaires et tous vos autres appareils électroniques dès maintenant, et ce pour la durée de l'Assemblée. Un service de traduction simultanée en anglais est disponible. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous procurer dès maintenant un appareil de traduction simultanée auprès de nos préposés. Pour les participants qui suivent notre Assemblée sur notre site Internet, une traduction simultanée en anglais est également disponible. Notre Assemblée donc se déroulera en français. Un service de traduction simultanée en anglais est disponible. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous procurer dès maintenant un appareil de traduction simultanée auprès de nos préposés. Et pour les participants qui suivent notre Assemblée sur notre site Web, une traduction simultanée en anglais est également disponible. Je présente les personnes qui me seconderont lors de notre Assemblée. À mon extrême gauche, M. André Navarry, président et chef de l'exploitation de Bombardier Transport, et Maître Roger Carl, secrétaire de la Société. Et à mon extrême droite, M. Guy Haché, président et chef de l'exploitation de Bombardier Aéronautique. M. Pierre Allary, vice-président principal et chef de la direction financière. Et Pierre Baudouin, président et chef de la direction de Bombardier. J'agirai comme président de cette Assemblée et Maître Carl comme secrétaire. J'ai devant moi une copie de l'avis de convocation et des documents connexes adressés aux actionnaires, de même qu'un affidavit de Maître Carl confirmant leur envoi. Je lui demande de déposer ces documents au dossier de l'Assemblée. Je vous souligne que cette Assemblée annuelle des actionnaires a été convoquée pour traiter des questions spécifiées dans l'avis de convocation. M. Steve Gilbert et Mme Sonia Ciavaglia, des services aux investisseurs Computershare Incorporé, agiront comme scrutateurs de cette Assemblée. Selon le rapport qu'ils nous ont remis avant le début de l'Assemblée, ils nous confirment que nous avons le quorum prescrit quant aux détenteurs d'actions classe A, droit de vote multiple, et aux détenteurs d'actions classe B, droit de vote limité, de Bombardier, représentés soit en personne, soit par procuration à cette Assemblée. Je demande à Maître Carl de verser leur rapport au dossier de cette Assemblée. Je déclare donc cette Assemblée annuelle des actionnaires de Bombardier dûment et validement convoquée et constituée. Nous introduisons cette année un nouveau processus régissant le vote des actionnaires présents à l'Assemblée ou représentés par des fondés de pouvoir sur les questions faisant l'objet d'un vote. Conformément à l'engagement pris par Bombardier à l'égard de la protection de l'environnement, il sera possible, pour la première fois cette année, à tout actionnaire inscrit, présent à l'Assemblée, ainsi qu'à tout fondé de pouvoir dûment nommé de voter par voie électronique à l'Assemblée. Par conséquent, le vote à l'égard de toutes et chacune des propositions sera fait au moyen d'un scrutin électronique. Ceci permettra d'accélérer le processus de vote à l'Assemblée et de présenter le résultat du scrutin à l'écran pendant l'Assemblée. Ainsi, nous ne tiendrons plus de vote à main levée. J'invite maintenant Maître Carl à passer en revue avec vous les modalités de ce scrutin électronique. Merci, M. Baudouin. Alors, ceux parmi vous qui sont soit des actionnaires inscrits ou des fondés de pouvoir éligibles à voter ont constaté lors de leur inscription avant le début de cette Assemblée qu'on leur a remis un appareil électronique portatif
et une carte intelligente personnalisée, comprenant l'information pertinente sur toutes les actions leur donnant le droit de participer au scrutin électronique. Vous voudrez bien vous assurer que les flèches au bas de la carte vous font face et que la carte soit insérée dans l'appareil jusqu'à la ligne rouge. Si vous avez correctement exécuté cette opération, un message de bienvenue doit apparaître à l'écran de votre appareil. Si vous détenez ou représentez plus d'un compte, la carte qui vous a été remise contient toute l'information pertinente pour l'ensemble de vos comptes. Après la présentation de chacune des propositions suivantes portant sur l'élection des administrateurs de Bombardier, sur la nomination d'Ernst & Young à titre d'auditeur externe de Bombardier, sur l'adoption de la résolution consultative non contraignante sur l'approche de Bombardier en matière de rémunération des membres de sa haute direction et sur les 3 propositions d'actionnaires du mouvement d'éducation et de défense des actionnaires de MEDAC, vous serez invité à voter en appuyant sur l'un des 3 boutons du clavier numérotés 1, 2 ou 3 afin d'indiquer votre préférence. Lorsque nous tiendrons un scrutin, l'appareil affichera, selon la teneur de la proposition qui vous sera alors soumise, l'une ou l'autre des options de vote pour, contre ou abstention. Pour voter, il vous faudra appuyer sur le bouton approprié selon la proposition alors soumise. Ainsi, pour voter pour, appuyez sur le bouton 1, pour voter contre, appuyez sur le bouton 2 et pour vous abstenir, appuyez sur le bouton 3. Une fois que vous aurez voté, le mot « reçu » s'affichera à l'écran de votre appareil pour indiquer que votre vote a été compté. Si vous désirez changer votre vote, vous devez appuyer de nouveau sur le bouton approprié, reflétant ainsi votre nouveau choix. Le dernier bouton sur lequel vous aurez appuyé avant la clôture du scrutin sera le vote accepté par le système. Tous les votes représentés par des actionnaires ou des fondés de pouvoir éligibles à voter durant l'Assemblée seront pris en compte et ajoutés à ceux reçus par procuration. Et le résultat final sera présenté à l'écran immédiatement après la tenue du scrutin électronique tenu sur chaque proposition. Si vous avez déjà voté par procuration avant cette Assemblée, vous n'avez pas à voter de nouveau aujourd'hui, puisque votre vote est déjà pris en compte dans le total des procurations reçues à ce jour. Toutefois, il vous est permis de modifier votre décision en votant à l'Assemblée à l'aide de l'appareil électronique. Et de cette façon, votre nouveau vote remplacera votre vote initial par procuration. Afin que vous soyez tous à l'aise avec ce nouveau processus de scrutin électronique, nous allons effectuer un vote de pratique. Êtes-vous prêts? Veuillez voter sur la proposition suivante. Le Canada remportera plus de médailles aux Jeux olympiques de Londres qu'à ceux de Beijing. Veuillez maintenant voter. Appuyez sur le bouton 1 si vous êtes pour cette affirmation. Appuyez sur le bouton 2 si vous êtes contre. Appuyez sur le bouton 3 pour vous abstenir. Tant que le scrutin n'est pas terminé, vous pouvez changer votre choix. Alors, nous vous invitons à voter. Non, regarde, on a 30 minutes. Alors, le scrutin est maintenant clos et les résultats apparaissent à l'écran derrière moi. C'est bien. Ouais. Merci, Roger. Je vous soumets maintenant les états financiers consolidés de Bombardier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2011, le rapport des auditeurs externes sur ces états financiers, ainsi que 3, le rapport annuel aux actionnaires.
Je vous rappelle que l'exercice financier de Bombardier correspond depuis le 1er janvier 2012 à l'année civile. Toutefois, comme ces documents ont été envoyés aux actionnaires de la société en conformité avec les dispositions de la loi, je dispense Maître Carl d'en donner la lecture. Je lui demande cependant de déposer un exemplaire de tous ces documents au dossier de l'Assemblée. Nous passerons maintenant à l'élection des administrateurs de Bombardier. La direction de Bombardier vous propose d'élire pour l'exercice en cours 15 administrateurs. Vous avez pu prendre connaissance aux pages 7 à 21 de la circulaire 2012 d'une courte biographie ainsi que de divers autres renseignements sur chacun d'entre eux. Madame Janine Bombardier quittera aujourd'hui le conseil auquel elle s'est jointe le 18 juin 1984. En votre nom et en celui de tous ses collègues du conseil, je voudrais la remercier pour sa précieuse collaboration. Merci. Madame Joanne Bissonnette et Sheila Fraser, qui sont tous deux de nouvelles candidates, se joignent aux 13 administrateurs actuels dont la candidature vous est de nouveau soumise pour fin d'élection. Puis-je maintenant avoir une proposition pour l'élection de ces 15 candidats? Monsieur le Président, mon nom est Sylvain Bergeron et je suis actionnaire de Bombardier. Je propose que chacune des 15 personnes suivantes soit élue administrateur de Bombardier jusqu'à la prochaine Assemblée annuelle des actionnaires de la Société ou jusqu'à l'élection ou la nomination de son successeur. Laurent Beaudoin, Pierre Beaudoin, André Bérard, Joanne Bissonnette, J.R. Armand Bombardier, Martha Finn Brooks, L. Denis Desautels, Thierry Desmarais, Jean-Louis Fontaine, Sheila Fraser, Daniel Johnson, Jean C. Monti, Carlos E. Represas, Jean-Pierre Rousseau, Heinrich Weiss. Merci. Est-ce que quelqu'un voudrait appuyer cette proposition? Monsieur le Président, mon nom est Martine Carrier, je suis actionnaire de Bombardier et j'appuie cette proposition. Merci. La proposition a été dûment faite et appuyée. Nous allons maintenant procéder au scrutin électronique. Vous devez vous prononcer sur l'élection de chacun des 15 candidats proposés au poste d'administrateur. Et je demande à Maître Carl de procéder au scrutin. Alors, comme l'a mentionné M. Beaudoin, vous devez voter pour chacun des 15 candidats selon les modalités que j'ai expliquées plus tôt. Le nom des 15 candidats vont apparaître sur l'écran derrière moi. Chaque fois que le nom d'un candidat apparaîtra, vous serez appelé à voter en appuyant sur le bouton 1 si vous voulez voter en faveur de ce candidat ou sur le bouton 3 si vous voulez vous abstenir de voter. Nous allons débuter le scrutin. Le vote est ouvert pour M. Laurent Beaudoin. Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert pour M. Pierre Beaudoin. C'est ça, c'est ce qu'on a eu dans le test. Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert pour M. André Bérard. Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert pour Mme Joanne Bissonnette. Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert pour M. J.R. André Bombardier.
Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert pour Mme Martha Finn Brooks. Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert pour M. Denis Desautels. Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert pour M. Thierry Desmarais. Le vote est maintenant fermé. Le vote est maintenant ouvert pour M. Jean-Louis Fontaine. Le vote est fermé. Le vote est ouvert pour Mme Sheila Fraser. Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert pour M. Daniel Johnson. Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert pour M. Jean Monti. Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert pour M. Carlos Represas. Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert pour M. Jean-Pierre Rousseau. Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert pour M. Heinrich Weiss. Le vote est maintenant fermé. Voici les résultats du scrutin quant à l'élection de chacun des 15 candidats proposés au poste d'administrateur. Je félicite chacun des 15 administrateurs que vous venez d'élire. Je tiens également à remercier chacun des 13 administrateurs déjà en poste pour leur contribution et leurs conseils éclairés qui permettent à Bombardier de continuer à faire preuve de son leadership dans l'environnement difficile d'aujourd'hui, d'exercer ses activités dans le monde de la mobilité, un monde de croissance durable à long terme en offrant une combinaison sans pareille de solutions tant sur la terre que dans le ciel. Je souhaite également la plus cordiale des bienvenues à Mme Joanne Bissonnette et Sheila Fraser au sein du conseil d'administration. Nous procéderons maintenant à la nomination des auditeurs externes de Bombardier pour l'exercice financier en cours. Il vous faut aussi autoriser le conseil d'administration à établir leur rémunération. Le conseil d'administration, de même que la direction de Bombardier, vous recommande de nommer de nouveau Ernst & Young, comptable agréé, comme auditeur externe de Bombardier. Leur mandat se terminera à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la société. Puis-je avoir une proposition à cet effet?
Monsieur le Président, mon nom est Chantal Carrier et je suis actionnaire de Bombardier. Je propose de nommer Ernst & Young, comptable agréé, auditeur externe de Bombardier pour l'exercice financier en cours, que leur mandat dure jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la Société et que le conseil d'administration de Bombardier soit autorisé à établir leur rémunération. Merci. Est-ce que quelqu'un voudrait appuyer cette proposition? Monsieur le Président, mon nom est Roxane Marcil et je suis actionnaire de Bombardier. J'appuie cette proposition. Merci. La proposition a été dûment faite et appuyée. Vous devez maintenant vous prononcer sur la nomination d'Ernst & Young à titre d'auditeur externe de Bombardier. Je demande à Maître Carl de tenir le scrutin électronique. Les modalités du scrutin électronique sont les mêmes que précédemment. Vous devez appuyer sur le bouton 1 si vous voulez voter en faveur de la nomination d'Ernst & Young comme auditeur externe de Bombardier ou sur le bouton 3 si vous préférez vous abstenir. Le vote est maintenant ouvert. Le vote est maintenant fermé. Voici les résultats. À la lumière de ces résultats, je félicite Ernst & Young pour le renouvellement du mandat que vous leur avez accordé et la confiance qu'ainsi vous leur témoignez. L'ordre du jour prévoit maintenant que les actionnaires ou leurs fondés de pouvoir soient invités à voter pour ou contre l'adoption de la résolution non contraignante relative à l'approche de Bombardier en matière de rémunération des membres de sa haute direction. Vous pouvez prendre connaissance du texte de cette résolution sur l'écran derrière nous ou à la page 15 de la circulaire de sollicitation de procuration de la direction. Comme il est plus amplement expliqué à la section 4 de la circulaire, aux pages 22 à 54, l'approche adoptée par Bombardier en matière de rémunération des membres de la haute direction vise à maximiser le rendement global de la société en favorisant un rendement personnel approprié de ses membres de la haute direction. La politique de rémunération des membres de la haute direction a pour objectif de recruter, de maintenir en fonction et de motiver les membres de la haute direction afin d'améliorer le rendement de l'entreprise et d'augmenter la valeur pour les actionnaires, ce qui a pour effet de soutenir l'engagement de Bombardier en matière de rémunération au rendement. La politique de rémunération des membres de la haute direction de Bombardier met l'accent sur la rémunération globale, soit le salaire de base, les incitatifs à court terme, les incitatifs à moyen terme et à long terme, les régimes de retraite et les avantages sociaux et accessoires. La Société a pour principe de positionner la rémunération globale des membres de la haute direction au point médian, 50 points percentiles, comparativement à des postes similaires au sein d'entreprises ayant des activités internationales dont la taille et la complexité sont comparables à celles de Bombardier dans les marchés pertinents. Je tiens à vous rappeler qu'étant donné qu'il s'agit d'une résolution consultative, les résultats du vote ne lieront pas le conseil d'administration de Bombardier. Cependant, les membres du comité des ressources humaines et de la rémunération en tiendront compte dans le cadre de leur examen, dans le futur, du principe, des politiques et des programmes ou des arrangements se rapportant à la rémunération des membres de la haute direction. Le conseil d'administration de Bombardier vous recommande à titre d'actionnaire ou de fondé de pouvoir de voter pour l'adoption de cette résolution. Avant de passer au scrutin électronique, je vous invite à nous faire part de tout commentaire que vous pourriez avoir. Monsieur le Président? Oui. Oui. Mon nom est Willy Gagnon. J'agis pour le compte du MEDAC, le Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires. Je voudrais vous lire un assez bref commentaire qu'on aurait dit. Est-ce qu'il est possible d'avoir la lumière derrière moi? J'ai de la misère à lire mes feuilles avec la lumière dans le visage. S'il vous plaît. Si possible.
Pour un actionnaire, par exemple, un actionnaire retraité, un actionnaire minoritaire à l'évidence qui s'attendrait à obtenir des revenus fixes d'un investissement dans des parts privilégiées de Bombardier. Mettons, par exemple, qu'il aurait acheté des parts au 30 mai 2011, il aurait payé 19,10, puis rendu au 30 mars 2012, ses actions auraient été rendues à 15,55, une perte de 3,55 $ ou encore 18,58 % depuis leur acquisition il y a moins d'1 an. Il sera presque impossible de récupérer cette perte-là avec un rendement de 4 % d'intérêt. L'évolution de ces actions ordinaires de catégorie B, seules accessibles sur le marché, est tout aussi décevante. Voilà l'origine de l'intérêt à analyser les états financiers pour voir ce qui cloche. Au bilan, à la page 154 des états financiers, pour des actifs totaux de 23,9 milliards de dollars, il n'y a que 671 millions de dollars de capitaux propres, pour un rapport de 2,8 % de l'avoir total. Avec un tel ratio d'avoir, cette compagnie serait considérée en faillite technique depuis longtemps. Bien plus encore, le ratio de capitaux propres ne cesse de décroître depuis 3 ans, passant de 4,4 % en 2009 à 2,8 % aujourd'hui. Avec de tels résultats, sur les actions et les parts privilégiées de la compagnie, il n'y a certainement pas justification rationnelle de quelque boni que ce soit pour les cadres en 2011. D'autant plus que si on calcule que depuis le 2 janvier 2009, l'action qui était à 4,72 $, au 30 décembre 2011, elle était à 4,06 $. À baisse. Un déficit aussi de participation au fonds de retraite des employés. Ce déficit s'élève à 3,2 milliards, la note 20 des états financiers, soit 28,7 % du passif à long terme de la compagnie. Le régime a des obligations de retraite de 9,2 milliards et ne possède des actifs que de 6,3 milliards au 31 décembre 2011. S'il y a des employés de Bombardier dans la salle, ils ne seront certainement pas satisfaits de la gestion de leur PDG et devraient voter contre la politique salariale des hauts dirigeants. Je vous signale que dans les banques, ces fonds de retraite-là, ils n'en ont pas de déficit. Des fonds de retraite relativement semblables. Maintenant, un petit commentaire sur le groupe de comparaison que vous avez choisi pour justifier vos salaires. Il s'agira ici des 4 hauts dirigeants les mieux payés, à l'exclusion de M. Navarri, qui est en Europe. Sur les 25 compagnies multinationales de référence figurant à la page 27 de l'avis de convocation, l'on en retient 6 ici au MEDAC pour fin d'analyse et l'on en vérifie l'évolution sur la base de la valeur de leur action entre mai 2007 et décembre 2011. Les résultats obtenus sont les suivants. On a choisi 6 compagnies au hasard, 2 dans le domaine de l'aviation, 1 dans l'électricité, 2 dans l'industrie lourde et 1 dans l'électronique. Boeing, Lockheed Martin, Caterpillar, Parker Hannifin, General Dynamics et United Technologies. Donc, il s'agit d'un match totalement nul au bout du compte. Certaines de ces compagnies-là augmentent, la valeur de leur action augmente, d'autres diminuent. Il y en a qui descendent de 25 %, il y en a d'autres qui augmentent de 20 %. Donc, le groupe auquel vous vous comparez, au bout du compte, le bilan est nul. Quant à l'évolution de la valeur des actions, or, dans tous les cas de figure, la valeur des actions des entreprises choisies est presque 20 fois supérieure à la valeur de l'action de Bombardier, à 4,06 $, qui, sur la même période, a chuté de 14 %, 4,74 $ en 2007. Comment alors justifier ce choix de compagnie pour analyser la rémunération des hauts dirigeants et justifier vos salaires? Qu'est-ce qui a présidé au choix que vous avez fait de ces compagnies-là, qui sont 20 fois, qui sont capitalisées 20 fois plus que vous? Cela n'a strictement rien à voir avec le rendement.
la qualité du bilan, la valeur des actions ou encore le dividende attribué. Il est grand temps que les actionnaires se réveillent. Il est grand temps que les actionnaires se rendent compte de ce qu'il faut faire preuve d'une très grande prudence avant d'investir dans Bombardier et surtout ne pas récompenser ses dirigeants pour d'aussi piètres résultats. La seule personne qui devrait avoir une prime de cette société cotée en bourse est son responsable des communications qui réussit à nous la vendre malgré son bilan fort peu reluisant. Merci. Merci de vos commentaires. Je pense que on pourrait procéder maintenant à l'adoption de cette résolution. Est-ce que procède au vote électronique? Ah, un autre commentaire. Ah? Non. Oui. On vient pour adopter la résolution, pour la proposer. Oui. Monsieur le Président, mon nom est Daniel Bureau et je suis actionnaire de Bombardier. Je propose l'adoption de la résolution non contraignante relative à l'approche de Bombardier en matière de rémunération des membres de sa haute direction, apparaissant à la page 15 de la circulaire de sollicitation des procurations de la direction 2012. Merci. Est-ce que quelqu'un voudrait proposer l'adoption de cette proposition? Monsieur le Président, mon nom est Patricia Romanovici et je suis actionnaire de Bombardier. J'appuie cette proposition. La proposition a été dûment faite et appuyée. Je demande maintenant à M. Carl de tenir le scrutin électronique requis. Je vous invite à vous prononcer sur la résolution non contraignante relative à l'approche de Bombardier en matière de rémunération des membres de sa haute direction en appuyant sur le bouton 1 si vous êtes en faveur ou sur le bouton 2 si vous êtes contre. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est maintenant clos. Voici les résultats. Je constate qu'une majorité de voix s'est déclarée en faveur de cette résolution et vous la déclare donc adoptée. Nous en arrivons à l'examen des 3 propositions d'actionnaires soumises par le Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires MEDAC. Le texte intégral de chacune de ces 3 propositions d'actionnaires et des raisons les justifiant est reproduit au supplément A de la circulaire de sollicitation de procuration de la direction 2012 aux pages 65 à 67. Le Conseil d'administration de Bombardier vous recommande de rejeter chacune de ces 3 propositions d'actionnaires pour les motifs énoncés à l'égard de chacune d'elles au supplément A de la circulaire aux pages 65 à 67. Comme vous avez donc pu vous en prendre connaissance avant cette Assemblée, il n'est pas nécessaire d'en donner lecture. J'invite un représentant de MEDAC à bien vouloir présenter brièvement ses observations et à déposer une motion relativement à l'ensemble de ces 3 propositions d'actionnaires afin que nous puissions par la suite tenir un vote au scrutin secret. Merci. Monsieur le Président, Willy Gagnon pour le compte du MEDAC. Je peux bien disposer du temps de parole que j'ai comme je l'entends. Est-ce que ça vous convient? Bien, c'est en relation avec les 3 propositions. Oui, certainement. Oui. Certainement, mais voilà, je vais me contenter de vous les lire étant donné que je n'ai pas l'extraordinaire éloquence de notre fondateur, M. Michaud. La première proposition, option d'achat d'actions et performances réelles des dirigeants. La rémunération des hauts dirigeants sous forme d'option d'achat d'actions est une formule qui a contribué à l'augmentation fulgurante de leur rémunération totale. Ces options donnent le droit aux détenteurs d'acheter des actions à un prix stipulé d'avance, les options ne pouvant être exercées qu'après une période d'attente. Le montant de la rémunération ainsi obtenue est égal à la différence entre le prix d'exercice convenu et le cours de l'action au moment de la levée. On souhaite ainsi aligner leurs intérêts sur ceux des actionnaires et les fidéliser. Cette formule de rémunération tient pour acquis que les hausses boursières sont fonction des décisions des hauts dirigeants.
Des études ont démontré que la performance boursière des organisations est influencée par de nombreux facteurs qui ne sont pas contrôlés par les hauts dirigeants, comme les taux d'intérêt ou l'inflation. Citons à cet égard l'étude réalisée par le professeur Magnan qui montre qu'entre 1998 et 2008, 90 % de l'évolution de la cote boursière des 5 grandes banques canadiennes, on peut présumer que dans d'autres secteurs c'est à peu près pareil, s'explique par des caractéristiques du secteur bancaire, notamment dans votre cas, votre secteur à vous, comme les taux d'intérêt faibles et un contexte économique favorable. Lier l'exercice des options d'achat d'actions uniquement à l'évolution des cours boursiers est donc loin d'être approprié. Afin que cette portion de la rémunération variable atteigne réellement ses objectifs et tienne compte des éléments sur lesquels les hauts dirigeants peuvent avoir un impact, nous proposons que ces options ne puissent être exercées après le délai d'attente qu'en fonction de l'atteinte d'objectifs mesurables et quantifiables comme la croissance du revenu par action, le rendement sur l'avoir des actionnaires ou autres indicateurs extra-financiers jugés pertinents par le comité de rémunération. Ce à quoi j'ajouterai quelques petits commentaires sur le tableau sommaire de la rémunération qu'on trouve à page 42 de la circulaire. On constate au bout de la ligne, qui est consacrée à chacun des membres de ce distingué aréopage, que depuis le 31 janvier 2010, soit la fin de l'année 2009, le salaire, par exemple, de M. Beaudoin est passé de 3 millions, attendez, il y a beaucoup de chiffres, 3 905 600 $ au 31 décembre 2011, 8 169 900 $, soit une augmentation de 109 %. Pierre Allary, c'est une augmentation de 114 %. Monsieur Haché, 98 %. C'est 3 ans, ça, 2 ans? En tout cas, le salaire moyen au Canada depuis le 2007 il a augmenté à peu près de 4,3 %. Fait que des augmentations de 109, 115, 100 %, je ne sais pas, je trouve ça un peu indigeste, puis je pense que le MEDAC aussi. Je vais peut-être laisser la parole à mon camarade Fernand Daou pour la deuxième proposition, si ça y tente. Ça va vous faire changement un peu. La deuxième. On est quasiment dans l'obscurité, moi du moins, à cause de ce projecteur devant moi, peu importe. Je représente ici le MEDAC, messieurs, mesdames les actionnaires et membres de la direction. Je vais vous lire cette proposition sur la rémunération selon la performance. Le Globe and Mail publiait en mai 2011 une étude mettant en relation la performance financière et la rémunération du plus haut dirigeant d'une société avec celle d'un groupe de sociétés comparables. En d'autres termes, cet outil compare le rang de la rémunération du plus haut dirigeant d'une organisation et celui de sa performance financière par rapport à un groupe d'institutions comparables. L'actionnaire peut ainsi se faire une idée quant à la question de savoir si la rémunération du plus haut dirigeant d'une organisation est adéquate compte tenu de la performance financière de l'organisation qu'il dirige. Nous proposons qu'une telle comparaison soit présentée pour le plus haut dirigeant et l'ensemble des 4 autres dirigeants les mieux rémunérés de l'entreprise. Les indicateurs utilisés pour calculer la performance de l'organisation devraient être des éléments sur lesquels les décisions des dirigeants peuvent avoir un impact. La rémunération variable
constitue la plus grande part de la rémunération totale des hauts dirigeants. L'actionnaire doit être en mesure d'évaluer si cette rémunération variable est justifiée compte tenu de la performance financière et extra-financière relative de la société. Monsieur le Président, je ne ferai pas un très long discours. L'endroit n'est pas approprié, sans aucun doute. Mais je voudrais nous inciter tous, et vous, les membres de cette direction, de cette entreprise, qui jouit, je parle de l'entreprise et des membres aussi, sans aucun doute, d'un immense prestige. J'en parlerai un peu plus tard au moment d'une remarque que je ferai à l'égard des problèmes de francisation. Mais on le sait, là, on est au Québec ce matin, le métro est bloqué, ce qui fait qu'il y a sans aucun doute, ou était partiellement bloqué, ce qui fait sans aucun doute qu'il y a un tas de gens qui ont pu arriver en retard et qui ne sont même pas présents. Mais je ne veux pas parler de ce métro et des voitures qui le font fonctionner, tout ça, peu importe. Là. Mais je veux parler de cette tension qui existe dans notre société depuis déjà quelque temps, de ces jeunes qui manifestent un peu partout. Je ne veux pas me prononcer sur le problème de la hausse des frais ou des droits de scolarité. Ce n'est pas l'endroit et ce n'est pas mon propos. Mais je voudrais qu'ensemble nous réfléchissions à l'égard des rémunérations exorbitantes qu'on retrouve dans bien des secteurs économiques, ici au Québec, au Canada, puis évidemment un peu partout ailleurs, de ces salaires honteusement élevés, je le dis en pesant mes mots, vous savez, et ça fait de plus en plus l'état de réflexion. Les gens se disent, mais comment se fait-il qu'un président, qu'un dirigeant d'une société, comme Bombardier, vous ferez les calculs, vous êtes bien équipé pour ça, puisse gagner en moyenne 20 000 $ par jour. Si je me trompe, dites-le moi. J'ai calculé sur une semaine de 6 jours, 20 000 $ par jour, alors qu'un salarié au Québec, au salaire minimum, à 10 $ de l'heure, quand il travaille 2000 heures, vous me corrigerez encore une fois, ça fait 20 000 $ par année. Dans un cas, on est payé pour une journée 20 ou 25 000 $, puis il y a mieux, puis il y a pire, mieux ou pire, peu importe. Il y a des montants plus élevés dans d'autres entreprises, mais tout de même, je ne veux pas parler trop longtemps, mais ces rémunérations exorbitantes qu'on voit un peu partout commencent à provoquer un phénomène au sein de notre société de désapprobation. Puis il faut écouter les bruits de cette désapprobation-là, qui peuvent se manifester avec plus de force éventuellement et qui peuvent causer des tremblements que personne ne souhaite. Bon. Alors, c'est un peu tout ça dans nos propositions au MEDAC qu'on reprend, les salaires qu'on estime exorbitants. On ne doute pas de la compétence des gens. On ne cesse de le répéter un peu partout, de ceux qui assument les fonctions qui sont les vôtres et de ceux qui vous accompagnent dans ces conseils d'administration. J'ai souri un peu en lisant d'autres propositions parce qu'on dit que les gens qui vous accompagnent dans les conseils d'administration sont indépendants. Ben oui, tout de même.
je ne me souviens pas, et peut-être que vous pourrez me le dire, mais un membre qui fait partie du conseil d'administration, on les a votés ce matin, ils reçoivent combien, moi j'aimerais le savoir, là, c'est en quelque part, par jour de présence à une réunion du conseil d'administration de Bombardier. Par jour, ils reçoivent combien? Ces gens-là qu'on qualifie d'indépendants. Une indépendance dorée et qui, vous pouvez en conclure ce que vous voulez, mais qui ne doit pas se manifester avec beaucoup de force pour contester les décisions qui sont prises par les membres du conseil d'administration, du moins la direction, à certains moments. Bon, vous savez ce que je vais dire là-dessus, ce que j'aurais le goût de dire, ce que je dis un peu, mais je nous invite tous à une certaine prudence, et vous n'êtes pas parmi les pires chez Bombardier, mais à l'égard de ces rémunérations exorbitantes et qui devraient faire l'objet de nos réflexions collectives et de nos décisions, surtout éventuellement. Alors voilà ce que je voulais dire à l'égard de cette partie d'une de nos propositions. J'ai bien lu votre réponse, mais j'aimerais bien ça là, que quelqu'un me dise, vous le savez, les membres, vous les qualifiez de temps à autre d'indépendants, là, ceux qui siègent au conseil d'administration, que vous me rappeliez combien ils reçoivent par jour de présence pour être à ces réunions de votre conseil d'administration. Merci beaucoup. Merci, M. Daou. Et la troisième proposition? Willy Gagnon, je reviens au micro, toujours pour le MEDAC. Indépendance des conseillers en rémunération. Quelle est l'importance des honoraires tirés par les conseillers en rémunération de leur travail auprès de la société? Ces conseillers jouent un rôle stratégique auprès des membres du comité de rémunération afin de les accompagner dans leur exercice de fixation de la rémunération des hauts dirigeants. Il est permis de penser qu'un conseiller en rémunération dont la majorité des honoraires proviendrait de quelques clients seulement pourrait être tenté de céder aux influences de son ou de ses clients importants pour répondre ou justifier leurs attentes de rémunération. Et puis, nous proposons que cette information soit divulguée afin que l'actionnaire puisse être assuré de ce que le travail du conseiller en rémunération soit objectif, sans conflit d'intérêts. Ce qu'on craint, au fond, c'est que si un conseiller tire la très forte majorité de tous ses revenus de ses activités avec vous, il soit tenté de vous plaire plutôt que de faire son travail. On aimerait ça savoir quel est le pourcentage de ce qu'il reçoit de vous sur ce qu'il reçoit en tout dans la vie. Bref, je vais procéder à la proposition formelle de ces trois propositions et je vais demander à M. Daou de les appuyer si tant est qu'il en ait l'intention. Merci. La proposition a été faite. Est-ce que M. Daou veut les appuyer? Il a dit oui. D'abord, merci. D'abord, chacune des... Vu que la proposition a été faite et appuyée à l'égard de l'ensemble des trois propositions de MEDAC, je demande de nouveau à Maître Carl de tenir le scrutin électronique requis. Alors, chacune des trois propositions d'actionnaires du MEDAC fera l'objet d'un scrutin électronique distinct selon les modalités expliquées plus tôt. Dans le cas de chaque proposition d'actionnaire, vous devez appuyer sur le bouton 1 si vous êtes en faveur ou sur le bouton 2 si vous êtes contre. Le vote est ouvert quant à la première proposition du MEDAC.
Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert quant à la deuxième proposition du MEDAC. Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert quant à la troisième proposition du MEDAC. Le vote est maintenant fermé. Voici les résultats. Je constate qu'une majorité de voix est exprimée contre chacune des trois propositions d'actionnaires du MEDAC. Je déclare donc chaque proposition rejetée. J'invite maintenant le président et chef de la direction de Bombardier, M. Pierre Baudouin, à vous présenter son exposé. Il sera suivi de M. André Navarry, président et chef d'exploitation de Bombardier Transport, puis de Guy Haché, président et chef d'exploitation de Bombardier Aéronautique. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui en personne et via Internet. Nous sommes ici pour vous présenter les réalisations et les résultats du dernier exercice et du premier trimestre 2012, ainsi que pour répondre à vos questions. Je brosserai un portrait global de Bombardier, tandis que les présidents de groupe, Guy Haché et André Navarry, vous parleront plus spécifiquement de leur activité respective. Je vous invite tout d'abord à regarder la vidéo suivante. L'évolution. Essentiellement, c'est faire un pas en avant. Puis un autre. Comme laisser votre auto pour monter à bord d'un train. Ou d'un avion. C'est un petit pas, mais un pas qui compte. Parce que l'évolution n'est pas une question de rêve, de grandeur qui ne voit jamais le jour. C'est avancer en comprenant parfaitement les besoins de demain. C'est faire ce tout premier pas vers l'avant. Pas à pas, kilomètre après kilomètre, de ville en ville, de pays à l'autre. L'évolution de la mobilité, c'est trouver de meilleurs moyens de faire avancer le monde. C'est transformer la façon dont des millions de personnes se déplacent chaque jour en train et en avion. C'est prendre les devants et repousser les limites. C'est façonner l'avenir de la mobilité dans plus de 60 pays. C'est innover en investissant dans des communautés aux quatre coins du globe. Après tout, l'évolution de la mobilité, c'est toujours aller de l'avant.
Excusez, petit problème technique. La vidéo que vous venez de voir illustre notre nouvelle promesse de marque. La promesse que fait Bombardier à vous, ses actionnaires et à toutes ses parties prenantes. L'évolution de la mobilité. Voilà une promesse qui nous engage et nous pousse à innover. Une promesse qui encourage nos employés à se surpasser. Ces quelques mots cristallisent l'essence même de ce que nous faisons au quotidien. Créer de meilleurs moyens de faire avancer le monde, quel que soit le contexte économique mondial. Vous le savez, ce contexte fluctue d'une région du monde à l'autre et demande une grande capacité d'adaptation. D'une part, il y a l'essor des pays émergents et la reprise économique américaine, et d'autre part, la fragilité économique de l'Europe et l'instabilité politique du Moyen-Orient. L'important est de toujours s'adapter pour saisir les occasions de croissance, car les besoins en solutions novatrices de mobilité sont là. Chez Bombardier, nous démontrons notre capacité à nous adapter en offrant des produits qui s'inscrivent parfaitement dans les tendances mondiales actuelles et à être un joueur local partout où nous exerçons nos activités. L'ingéniosité et la persévérance dans l'exécution nous a permis de réaliser de bons résultats financiers en 2011, avec une augmentation des revenus, du résultat net et du résultat par action, reflétant notre portefeuille diversifié de produits de premier choix et notre présence mondiale accrue. Nos revenus consolidés ont totalisé 18,3 milliards contre 17,9 milliards de dollars à l'exercice précédent, et notre résultat net a été de 47 cents par action contre 42 cents un an plus tôt, et ce, avec seulement 11 mois de résultats pour Bombardier Aéronautique, compte tenu de notre changement de date de fin d'exercice du 31 janvier au 31 décembre. Nous avons affiché un solide revenu avant intérêts et impôts de 1,2 milliard de dollars et notre situation de trésorerie de 3,4 milliards a porté nos liquidités à 4,1 milliards de dollars. Notre solide carnet de commandes de 53,9 milliards de dollars au 31 décembre 2011 donne une bonne visibilité sur nos revenus et constitue la meilleure protection contre la volatilité de l'économie. Notre solidité a aussi été confirmée par la pleine confiance des banques en notre capacité à concrétiser notre plan d'affaires. Nous avons renouvelé à la hauteur de 750 millions de dollars notre facilité bancaire et doublé le nombre de banques impliquées. Nous avons aussi renouvelé sans garantie nos facilités de lettres de crédit, libérant ainsi 705 millions de dollars. Plus récemment, nous avons mis en place une ligne de crédit renouvelable de 500 millions d'euros pour Bombardier Transport et émis 500 millions de dollars de billets, le tout à des taux compétitifs et sans garantie. Quelques mots sur nos marchés. Avec la mondialisation, le transport aérien est plus que jamais une réalité de la vie moderne. L'aviation civile gagne en force. Le marché des avions d'affaires est de plus en plus vigoureux et celui des avions commerciaux croît surtout dans les pays émergents. Pour la 8e année consécutive, nous sommes le leader du marché des avions d'affaires avec 37 % de part de marché, en hausse de 2 % en 2010. Une année plus difficile que prévu pour nos avions commerciaux nous a amené à renforcer notre équipe de vente sur les pays émergents, mesure qui commence à porter ses fruits. Nos nouveaux programmes d'avions ont franchi d'importantes étapes dans leur développement. Guy Haché y reviendra, mais auparavant, j'aimerais dire quelques mots sur le programme C-Series qui fait l'objet de beaucoup de discussions. De grands progrès ont été réalisés cette année, dont la validation de la conception aérodynamique et de l'efficacité énergétique des appareils. Et nous avons signé une entente avec l'avionneur chinois Comac pour une collaboration stratégique à long terme fondée sur la nature complémentaire de nos avions et de notre expertise.
Avec une entrée en service fin 2013, nous avons 2 ans et demi de production en carnet avec plus de 300 engagements, dont 138 commandes fermes et 11 clients du monde entier. Qu'il y ait des détracteurs à ce moment-ci, c'est normal. Le même scepticisme a entouré le lancement du biréacteur CRJ, qui a pourtant révolutionné le transport régional et s'est avéré le programme le plus populaire de l'histoire des avions régionaux. En 25 ans, nous avons lancé avec succès 28 programmes d'avions, consolidant notre habileté à évaluer les tendances mondiales et à anticiper les besoins. Pour moi, il ne fait aucun doute que le programme C-Series a un avenir prometteur. Sur le créneau des avions de 100 à 149 places, nous demeurons le seul avionneur à proposer aux transporteurs ce qu'ils veulent. Un avion optimisé leur assurant une diminution notable de leur coût d'opération. Nos avions C-Series seront les plus verts, les plus rentables de leur créneau, réduisant de 15 % les coûts d'exploitation et de 20 % la consommation de carburant. Leurs coûts d'exploitation seront aussi de 12 % inférieurs à ceux des futurs avions dérivés remotorisés. Dans un secteur aux marges si faibles, les transporteurs aériens peuvent-ils se permettre de renoncer à de tels avantages? Étant le mode de transport le plus écologique, le transport sur rail continue sa croissance et Bombardier Transport est bien placé pour relever le défi de croissance, d'environnement, d'urbanisation accélérée, de réseaux obsolètes et saturés et d'infrastructures vétustes, voire inexistantes. Leader mondial du secteur, Bombardier répond à la demande mondiale en solutions de transport sur rail évoluées, écologique et optimisée par sa présence internationale et son portefeuille de solutions novatrices, le plus vaste et le plus moderne de l'industrie. Bombardier Transport a amélioré ses résultats en 2011 et a fini l'année avec un très solide carnet de commandes de 31,9 milliards de dollars, représentant plus de 3 années de revenus. Ses employés redoublent d'efforts car seule une exécution sans faille leur permettra d'atteindre leur objectif de rentabilité de 8 % d'ici 2013. Parlons maintenant de l'avenir. 2012 s'annonce une année particulièrement excitante avec le vol inaugural des avions C-Series. Il s'agit de poursuivre notre discipline financière, notre suivi serré des générations de flux de trésorerie et d'accroître notre rentabilité. Et nous le ferons en tirant parti de nos atouts, de nos compétences en gestion de projets complexes, de nos programmes d'amélioration continue, de notre présence mondiale renforcée de racines locales. Les perspectives à plus long terme sont excellentes pour nos deux groupes, car la mondialisation et l'urbanisation font aujourd'hui partie de la mobilité durable un enjeu prioritaire. Les gens se déplacent de plus en plus, exigent un transport toujours plus rapide, plus intelligent, plus sûr, plus confortable, plus écologique et plus productif. Leader mondial en solutions de transport, nous sommes très bien placés pour saisir les occasions de croissance et occuper une place de premier plan au cœur de l'évolution de la mobilité. Bombardier est la seule entreprise au monde à être un chef de file à la fois en transport sur rail et en aéronautique, et cette double perspective nous donne un véritable avantage compétitif. Pour rester leader et créer la plus grande valeur pour nos clients et nos actionnaires, nous avons recentré notre cadre stratégique sur 3 stratégies de croissance. Premièrement, en investissant dans des solutions de mobilité de pointe. Deuxièmement, en établissant des racines locales dans les marchés clés. Et troisièmement, en réalisant une exécution sans faille à chaque étape. Pour ce faire, nous nous appuierons sur nos 4 principales forces concurrentielles. D'excellents talents à l'échelle mondiale, une solide discipline financière, une gestion active des risques et enfin, un engagement en faveur de la responsabilité sociale d'entreprise.
Notre première stratégie, investir dans des solutions de mobilité de pointe. L'énergie étant le facteur clé du développement durable, améliorer l'efficacité énergétique pour réduire les coûts d'exploitation et émissions est prioritaire. Voici quelques exemples. Notre avion, le CRJ-1000, optimisé pour le transport régional, offre des coûts d'exploitation jusqu'à 15 % inférieurs à ceux de son concurrent. Nos avions Global 5000 et Global 8000 en développement auront une consommation de carburant inférieure de 14 à 18 % à celle des Global 6000. Grâce, entre autres, à nos technologies Eco4, nos trains à très grande vitesse Zefiro présentent la plus faible consommation d'énergie par siège de tous les trains à haute vitesse. Notre deuxième stratégie, établir des racines locales dans les marchés clés. Avec une solide présence dans les marchés de croissance que nous ciblons, nous bénéficions de l'expertise des employés et des fournisseurs locaux pour mieux comprendre ces marchés et être plus à même de saisir les occasions de croissance. Notre but n'est pas d'aller décrocher seulement 1 ou 2 contrats, mais bien d'aller au-delà en étant le partenaire local de choix à long terme. Investir dans une usine ou une équipe locale en Inde et au Brésil nous a permis d'accroître notre avantage concurrentiel pour jouer un rôle essentiel à long terme dans leur marché de transport passager sur rail en plein développement. De même, notre stratégie de partenariat avec Comac et EVIC nous permettra de mieux connaître le marché aéronautique chinois. Notre troisième stratégie, réaliser une exécution sans faille à chaque étape. C'est ce que nous faisons, entre autres, lorsque nous modernisons les métros de Madrid en Espagne et de Shenzhen en Chine avec notre solution de signalisation CityFlow 650 sans interrompre les services ou gêner les usagers. Ou encore lorsque nous dépassons les attentes de nos clients pour nos biréacteurs CRJ-1000 sur le plan de la fiabilité et de la performance. Passons maintenant aux résultats financiers du premier trimestre 2012 publiés ce matin. Tel qu'anticipé, nos revenus ont diminué au premier trimestre, totalisant 3,5 milliards en regard de 4,7 milliards de dollars pour le premier trimestre de l'exercice précédent. Malgré une baisse des revenus, nous avons bien géré nos coûts, nous permettant de générer un résultat net de 190 millions de dollars ou 10 cents par action, comparativement à 220 millions de dollars ou 12 cents par action l'an dernier. Le carnet de commandes s'élevait à 55,2 milliards de dollars au 31 mars 2012, en regard à 53,9 milliards de dollars au 31 décembre 2011. Au cours de ce premier exercice, nous avons eu un bon niveau de commandes chez Bombardier Aéronautique, tant pour les avions commerciaux que pour les avions d'affaires. Je laisse Guy vous en dire davantage. Du côté de Bombardier Transport, nous sommes bien positionnés pour 2 importants contrats aux États-Unis, dont André parlera dans un instant. Mesdames et Messieurs, le transport est un moteur de développement économique et social. Bombardier investit depuis 70 ans dans des technologies de pointe inédites et nous sommes plus déterminés que jamais à créer avec succès de meilleurs moyens de faire avancer le monde. Bombardier est une entreprise solide, compétitive et dotée de belles perspectives de croissance rentable. Nous avons d'excellents employés, nous concevons et fabriquons et offrons des produits et services exceptionnels dont les marchés sont demandeurs, car ils sont les plus économiques et les plus écologiques. C'est donc avec optimisme et confiance que nous poursuivons nos investissements pour accroître notre compétitivité et être une entreprise fort différente d'ici 5 ans, avec des nouveaux produits et services encore plus excitants et davantage de revenus provenant de marchés émergents, afin de créer toujours plus de valeur pour nos actionnaires. En terminant, je voudrais remercier nos employés dont l'engagement grandissant et le dévouement font notre fierté. Remercier nos administrateurs pour leurs avis éclairés et saluer Janine Bombardier, désormais
administratif honoraire, qui quitte notre conseil d'administration après 30 ans de contribution au développement de notre entreprise. Merci. Permettez-moi aussi de féliciter Mme Bissonnette et Fraser pour leur nomination. Leur expérience et leurs compétences nous seront précieuses. Enfin, merci à vous, les actionnaires, pour votre confiance soutenue en notre succès. Mesdames, Messieurs, l'évolution de la mobilité, c'est toujours aller de l'avant et vous pouvez compter sur moi, sur mon entière détermination pour avancer sur la voie de la création de valeur. Je vous remercie de votre attention et je cède maintenant la parole à André Navarry, président et chef de l'exploitation de Bombardier Transport. Merci Pierre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis heureux de venir vous parler de Bombardier Transport, un leader mondial du secteur des technologies ferroviaires. Nous offrons le plus vaste portefeuille de produits et de services, allant des locomotives aux véhicules légers sur rail, voitures de métro et trains urbains pour l'exploitation urbaine, suburbaine ou interurbaine, aux systèmes de propulsion et de contrôle et aux services de remise à neuf et d'entretien. Notre passion est de transformer la façon dont des milliers de gens se déplacent chaque jour en train. Nous établissons de nouveaux standards en mobilité durable, optimisons la capacité des réseaux existants et nous en développons de nouveaux. Avec la croissance démographique et l'urbanisation massive, l'essence de plus en plus chère et les changements climatiques de plus en plus inquiétants, le transport sur rail fait de plus en plus d'adeptes dans le monde entier. De nombreux pays occidentaux ont inclus d'importants investissements ferroviaires dans leur plan de relance économique. Après des commandes records en 2010, les commandes demeurent élevées en Europe, le marché du rail le plus important, même en période de restrictions budgétaires. Les pays émergents, de leur côté, forment de nouveaux pôles de croissance du marché du rail. La mondialisation, la libéralisation progressive des marchés et l'émergence de nouveaux acteurs accentuent la concurrence, mettant sans cesse notre capacité d'adaptation en défi. En 2011, nous avons réaffirmé notre position de leader mondial en poursuivant notre croissance, en pénétrant de nouveaux segments, en renforçant nos capacités de production locale, en accroissant nos capacités de service et en générant de solides résultats. Nos revenus ont totalisé 9,8 milliards de dollars et notre rentabilité s'est maintenue au niveau record de 7,2% pour une deuxième année consécutive. Nos liquidités ont été affectées l'an dernier par 3 projets précis, un en France, un en Allemagne et un en Suède, mais la situation se normalise progressivement et nous ne nous sommes pas contentés de trouver des solutions, nous en avons tiré des leçons et nous avons pris les mesures qui s'imposaient. L'attrait de nos technologies de pointe a généré 9,7 milliards de dollars de nouvelles commandes. Couvrant l'ensemble des segments et des régions géographiques, ces commandes démontrent la confiance soutenue de nos clients et notre compétitivité à l'échelle mondiale. Elles nous ont aussi permis de terminer l'année avec un solide carnet de commandes de 31,9 milliards de dollars au 31 décembre 2011, qui représente un fort potentiel de commandes additionnelles en raison des options qui y sont attachées. Représentant plus de 3 ans de revenus, ce carnet nous donne aussi une très bonne visibilité sur la rentabilité qu'il générera. Notre raison d'être est l'évolution de la mobilité sur rail, et puisqu'une image vaut 1000 mots, permettez-moi de vous donner 3 exemples pour illustrer mes propos. Notre train à 2 étages Regio de Zen en France, notre monorail Innovia 300 au Brésil et notre système de signalisation CBTC au Royaume-Uni. Notre toute nouvelle plateforme de train Regio de Zen réinvente le train à 2 niveaux. Elle offre espace et confort aux voyageurs tout en répondant aux exigences de modularité,
d'accessibilité et de consommation d'énergie réduite pour les régions françaises. Plusieurs versions adaptées aux services interurbains ou suburbains, y compris une version à 200 km/h, sont disponibles. Équipées des technologies Eco 4, moteur à aimant permanent et conduite assistée, le Régio de Zen a une consommation énergétique très réduite. Deuxième exemple, notre système de monorail Innovia 300. Dans sa version large capacité, il peut transporter jusqu'à 500 000 passagers par jour, ce qui le place au même niveau que les meilleures lignes de métro. Il est économique à mettre en place et n'exige pas de grands travaux d'infrastructure ou de génie civil. Livré avec notre système automatique de commande de rame CityFlow 650, il offrira bientôt à São Paulo un service fréquent, sûr et fiable sur 24 km. Et nous venons d'inaugurer à Hortolândia, près de São Paulo, le centre mondial de production de voitures de monorail, renforçant ainsi nos racines ancrées depuis plusieurs années dans le marché en rapide évolution du Brésil. Troisième exemple, le métro de Londres, l'un des métros les plus achalandés du monde. Nous avons démontré que notre système de commande de train basé sur les communications CityFlow 650 pouvait accroître considérablement la capacité et la qualité du service, et 26 systèmes sont déjà en exploitation ou en voie de l'être. Nous allons l'installer sur 4 lignes du métro de Londres, qui représentent 40% du réseau et qui transportent 1,3 million de passagers par jour. Tout un défi quand on sait que ce métro aura 150 ans l'an prochain et qu'il s'est construit en phases successives avec chaque fois des systèmes de signalisation différents. Une fois installé, notre système augmentera la capacité de 35 à 65% et le métro de Londres bénéficiera d'économies de plus de 300 millions de dollars par an, par année, grâce à une réduction des coûts et grâce à l'augmentation du nombre d'usagers. Ces réalisations sont la preuve de la pertinence de nos programmes d'amélioration continue, comme notre système d'exploitation Bombardier ou notre programme d'excellence en gestion de projet Pro. Le marché du rail est très solide. Il est trop stratégique compte tenu du nombre croissant de voyageurs optant pour le rail pour ne pas demeurer une priorité des budgets gouvernementaux. Nous envisageons donc l'avenir avec optimisme et pragmatisme, car nos solutions novatrices, optimisées en fonction des coûts, satisfont aux exigences de rentabilité des exploitants, tout en répondant aux exigences de confort, de vitesse et de productivité des passagers. À court terme, le marché sera alimenté par plusieurs projets de matériel roulant, dont certains sont déjà à des stades avancés de discussion. En Europe, des parcs vieillissants de tramways, de métros, de trains, dont 30% ont plus de 30 ans, sont le plus souvent bondés, les réseaux saturés, les infrastructures anciennes. Les pouvoirs publics sont donc de plus en plus incités à aller de l'avant avec leurs projets d'optimisation, de modernisation ou de prolongement de réseaux ferrés. En Amérique du Nord, le réseau est actif et comme l'a dit Pierre, nous sommes en attente de démarrer un contrat de production de nouvelles voitures pour le métro de New York et nous sommes très confiants d'obtenir celui de San Francisco. Les pays émergents investissent massivement en solutions éco-énergétiques de transport sur rail pour réduire les embouteillages et la pollution de leurs mégalopoles. L'Inde, essentiellement dans les métros et dans les locomotives. La Chine, dans les métros, les locomotives et les transports interurbains. Au Brésil, les prochains Jeux olympiques et la Coupe du monde de football nécessiteront la mise en place d'infrastructures intermodales facilitant l'accès aux sites. Le marché des systèmes de transport est également porteur, alimenté par les besoins de monorail au Brésil, en Inde, et celles de navettes aéroportuaires dans le cadre d'agrandissement d'aéroports. Celui des systèmes de signalisation est également très dynamique. L'optimisation de nombreuses infrastructures dans les pays développés nécessite le remplacement d'anciens systèmes de signalisation et les nouvelles infrastructures des pays émergents doivent être équipées. Enfin, le marché des services est alimenté par celui du matériel roulant
et la libéralisation en cours des marchés qui favorise les offres combinées de matériel roulant et de services. À moyen et à long terme, l'urbanisation et les besoins accrus en mobilité durable, le coût de l'essence, les changements climatiques continueront de stimuler l'essor des réseaux ferrés urbains, suburbains et interurbains à grande vitesse reliant les grandes métropoles. Bombardier Transport entend bien rester la force motrice de l'évolution de la mobilité sur rail au XXIe siècle et nous avons de nombreux atouts pour y parvenir, parmi lesquels nos employés hors pair, dont je salue la créativité et la persévérance, notre portefeuille unique de technologies d'avant-garde, de véhicules confortables, sûrs, aux émissions quasi nulles, presque entièrement recyclables et de services connexes répondant à toutes les exigences, et enfin, notre combinaison d'expériences mondiales et de connaissances locales. 62 sites de production et d'ingénierie dans 25 pays nous permettent de tirer parti de nos meilleures pratiques et de trouver la meilleure solution de mobilité pour remporter des appels d'offres dans le monde entier et de continuer de croître. Passons maintenant en revue les résultats du premier trimestre 2012. Nos revenus ont été de 2 milliards de dollars et notre résultat avant charge de financement, revenus de financement et impôts s'est élevé à 124 millions de dollars. Notre carnet de commandes totalisait 31,9 milliards de dollars au 31 mars 2012. Mesdames et messieurs, le marché de transport sur rail est très porteur et je sais que Bombardier est extrêmement bien placé pour rester à l'avant-garde et jouer un rôle important dans l'évolution de la mobilité sur rail. En tête de la majorité des segments, nous avons remporté plus de commandes que nos concurrents ces 3 dernières années. Y a-t-il meilleure preuve de notre compétitivité? Nous avons plus de 100 000 véhicules en service dans le monde. Si vous avez déjà pris le tram à Bruxelles, le métro à Delhi, l'air-train à l'aéroport JFK ou un train à grande vitesse en Chine, c'était sans doute un produit Bombardier. Nos produits circulent 24 heures par jour, 7 jours sur 7, transformant la façon dont des millions de personnes se déplacent chaque jour. Nos efforts demeurent axés sur l'exécution sans faille et la satisfaction de nos clients pour créer de la valeur pour les actionnaires. Je vous remercie de votre attention et je cède la parole à Guy Haché, président et chef de l'exploitation de Bombardier Aéronautique. Merci André. Chers collègues de la direction, Mesdames, Messieurs les actionnaires, c'est avec plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui. Dans son survol des activités de l'ensemble du groupe, Pierre a souligné certaines réalisations du Bombardier Aéronautique. Il a souligné avec justesse l'évolution du carnet de commandes des avions de C-Series, un potentiel de plus de 300 appareils si on additionne les commandes fermes, les options et les lettres d'intention. Pierre a également mentionné le maintien pour une 8e année consécutive de notre position comme chef de file mondial dans le secteur des avions d'affaires. Nous nous en réjouissons aussi. En 2011, nous avons eu globalement des résultats solides et nous nous sommes avantageusement positionnés pour la suite des choses. Chez Bombardier, nous sommes imprégnés par ce désir de toujours aller de l'avant, assurer l'évolution de la mobilité en demeurant un manufacturier d'avant-garde. Cette notion signifie aussi de saisir les opportunités d'investir dans nos marchés clés. Ainsi, en 2011, alors que nos marchés traditionnels, que sont l'Europe et les États-Unis, ont continué d'éprouver des difficultés, nous avons poursuivi notre déploiement dans les pays émergents. Nous avons doublé notre force de vente dans le secteur des avions commerciaux avec un accent très clair sur les pays émergents. Nous avons ouvert des bureaux régionaux de vente à Shanghai, à Dubaï et à Singapour, en plus des équipes déjà basées à Munich, Sydney et à Mumbai. Les résultats ne sont pas faits attendre. Depuis le début de 2012, nous avons déjà enregistré 110 commandes, options et engagements pour nos avions commerciaux. Nous avons également doublé le nombre de bureaux de soutien régionaux pour nos clients d'avions d'affaires, en ajoutant des points de service à Singapour, Sao Paulo et Sydney. Maintenant,
voyons les résultats de 2011. Pour l'exercice de 11 mois, clos le 31 décembre 2011, Bombardier Aéronautique a livré 245 avions, ce qui concorde avec l'objectif annoncé en février 2011 de livrer 240 appareils. La répartition, avions d'affaires, avions commerciaux, a toutefois été différente de nos projections. Nous avons par ailleurs reçu 249 commandes, 48 de plus que pour l'exercice précédent. Bombardier Aéronautique a donc affiché une solide performance. Du côté des avions d'affaires, notre segment de gros avions a très bien performé. Les livraisons et les commandes ont été à la hausse. En 11 mois, 163 biréacteurs ont été livrés et 191 ont été commandés, une forte augmentation de 78 % par rapport aux commandes de l'année précédente. Le succès de la gamme des biréacteurs globales ne se dément pas. Je souligne d'ailleurs une commande historique ferme de 50 appareils de NetJets avec option sur 70 autres. Du côté des avions commerciaux, la situation a été plus difficile pour plusieurs raisons. Problèmes économiques dans nos marchés traditionnels, compétition accrue, augmentation des coûts du carburant, faillites et difficultés chez les lignes aériennes régionales, pression à la hausse sur les coûts, accompagnée d'une pression à la baisse sur les prix. Au final, en 11 mois, nous avons livré 78 avions commerciaux, soit 33 appareils CRG et 45 Q400 NextGen. L'année précédente, nous avions livré 97 avions commerciaux. Nous avons reçu 54 commandes contre 93 un an plus tôt. Dans le secteur des avions commerciaux, la clientèle semble avoir obéi au même mot d'ordre, soit la prudence. Mais un fait demeure incontestable. L'excellence de nos produits et l'engagement de notre force de vente nous permettront de conquérir de nouveaux marchés. Dans le segment des appareils de 100 à 149 places, nous prévoyons 5 000 livraisons dans les 20 prochaines années. La moitié de ces livraisons servira à remplacer des appareils et l'autre moitié à augmenter les flottes afin de répondre à une hausse du nombre de voyageurs. Ce marché, qui est sur le point d'éclore, représente des ventes de 424 milliards de dollars et nous prévoyons en capturer la moitié, puisque nous faisons notre entrée avec un produit entièrement nouveau et optimisé pour ce segment. 100% de nouveautés, aucun compromis. La gamme d'avions de ligne C-Series sera la référence, que ce soit en termes de coût d'exploitation, d'autonomie, de consommation de carburant ou de réduction de bruit. Elle créera un nouveau paradigme, tout comme les transporteurs à faible coût ont transformé le marché du transport aérien dans les 25 dernières années, ou tout comme nous l'avons fait pour l'aviation régionale avec le biréacteur CRG. L'avion C-Series est déjà le choix de gros transporteurs comme Lufthansa et Korean Airlines, de transporteurs nationaux comme la suédoise Malmö Aviation, de gros joueurs de location-exploitation comme Lease Corporation International, d'une société de services privés de nolisement, Private Air, dont les avions sont livrés en configuration d'affaires exclusive, et de transporteurs spécialisés desservant des aéroports de centre-ville. C'est une variété dans la clientèle qui démontre la souplesse de cet appareil, le seul qui a l'autonomie pour faire de longues liaisons et l'agilité pour se poser sur de courtes pistes d'aéroports régionaux. Le programme d'avion C-Series est en voie d'atteindre les performances attendues. Les tests en soufflerie sont terminés. Le fuselage a fait l'objet de quelques 180 000 vols simulés. Les moteurs ont été soumis à plus de 1300 heures de validation. La première série d'essais et de simulation des systèmes a débuté sur l'avion 0 et plus de 200 composants et systèmes font l'objet d'essais dans le monde entier. L'usine de Saint-Laurent, où sont fabriqués le poste de pilotage et le fuselage arrière, a été rénovée. Nous sommes en train d'agrandir l'usine de Mirabel, où se fera l'assemblage final. Et finalement, des pièces en composite de l'aile sont en production dans nos nouvelles installations de Belfast. Nous maintenons le cap sur une entrée en service vers la fin de 2013.
Nous sommes d'avis que la gamme d'avions C-Series viendra changer les règles du jeu au sein de son créneau. Et nous avons aussi d'autres programmes d'avions en développement tout aussi emballants du côté des avions d'affaires. Le programme des biréacteurs Global 5000 et 8000 avance comme prévu. En 2011, nous avons notamment annoncé que le fuselage arrière serait fait à Querétaro, que l'assemblage final serait fait à Toronto et la finition intérieure à Montréal. Pour ce qui est du programme d'avion Learjet 85, nous maintenons également l'objectif d'une entrée en service en 2013. La conception est terminée et nous entrons dans la phase fabrication et de validation. Les investissements sont en cours dans nos usines de Querétaro, Belfast et de Wichita. Ces nouveaux appareils nous permettront de maintenir notre position de leader mondial des avions d'affaires. À cet effet, d'ailleurs, nous sommes très fiers de notre nouveau poste de pilotage Vision, qui est entré en service comme prévu à bord d'un biréacteur Global 5000 livré au champion de Formule 1, Niki Lauda, en mars. Ce poste de pilotage futuriste équipera nos livraisons à venir, contribuant encore davantage au succès de nos avions d'affaires. Pour appuyer nos projets de développement, nous avons également annoncé en cours d'année la construction d'une nouvelle usine au Maroc. Elle viendra épauler nos autres usines. Maintenant, au plan financier, notre performance a été bonne. Nos revenus ont totalisé 8,6 milliards de dollars, une très légère baisse de 2,4 %. Le résultat avant intérêts et impôts s'est chiffré à 502 millions, soit 5,8 % des revenus contre 6,3 % pour l'exercice précédent. Notre carnet de commandes s'est par ailleurs accru de manière notable, passant de 19,2 à 22 milliards. Chez Bombardier Aéronautique, nous envisageons l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Malgré la persistance de certains défis en 2012, nous nous attendons à ce que la tendance soit à la hausse dans le secteur des avions d'affaires et que la prudence se prolonge du côté des avions commerciaux. L'année a d'ailleurs bien débuté au premier trimestre avec des commandes en provenance d'Europe et de marchés émergents malgré l'incertitude économique qui perdure. Private Air a placé une commande ferme pour 5 avions C-Series assortis d'options sur 5 autres. PT Garuda d'Indonésie a commandé 6 biréacteurs régionaux CRJ-1000 avec options sur 18 autres. Une commande ferme de près de 300 millions, pouvant atteindre presque 1,3 milliard de dollars. Rwanda Air a signé un contrat de commande ferme de 2 biréacteurs régionaux CRJ-900 et pris des options sur 2 autres. Eurolot a commandé 8 Q400 Next Gen et a pris des options sur 12, alors qu'Ethiopian Airlines en a commandé 5 et Horizon Air 2. Nous avons aussi été très heureux d'apprendre le 1er mai que WestJet avait sélectionné Bombardier afin d'acquérir jusqu'à 45 Q400 Next Gen. C'est l'étape qui précède les commandes fermes et nous sommes enthousiastes à l'idée de compléter ce processus d'achat avec WestJet. Du côté des avions d'affaires, nous avons enregistré 40 commandes durant le premier trimestre. Les livraisons ont été temporairement ralenties, le temps de finaliser notre nouveau poste de pilotage Vision du Global. Mais la situation se rétablira rapidement maintenant qu'il est entré en service. Pour nos avions commerciaux, le niveau inférieur de livraison est, entre autres, attribuable à la réduction de la cadence de production et à des enjeux liés à la non-disponibilité temporaire de financement chez l'un de nos clients. Au plan financier, nos revenus ont atteint 1,5 milliard de dollars pour le premier trimestre, avec un résultat avant intérêts et impôts de 91 millions, soit une marge de 6,1 %. Le carnet de commandes s'est élevé à 23,3 milliards de dollars, une augmentation de 6 % en regard du 31 décembre 2011. Nous maintenons l'objectif de la marge résultat avant intérêts et impôts à 5 % pour un exercice qui se terminera le 31 décembre de cette année et au terme duquel nous devrions avoir livré environ 180 avions d'affaires et 55 avions commerciaux. En résumé, nous avons bien tiré notre épingle du jeu en 2011.
Nous avons renforcé notre positionnement dans les marchés émergents. Nous avons avancé comme prévu dans nos programmes de développement et nous avons maintenu notre solidité financière. Je tiens à applaudir la ténacité de nos employés. Ils sont très fiers de travailler chez Bombardier Aéronautique et nous sommes très fiers de travailler avec eux et de rayonner au travers le monde. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Il nous fera maintenant plaisir de répondre à vos questions ou de recevoir vos commentaires. Vous voudrez bien donner clairement votre nom et indiquer si vous êtes soit un actionnaire ou soit un fondé de pouvoir. Monsieur le Président. Les lumières. Il faudrait avoir une lumière, là. Une lumière et le micro, peut-être. Au micro. Non. Pas ouvrir les lumières dans la salle? OK. OK. Okay. Mr. Chairman, my name is Robert. Monsieur le Président, mon nom est Winston Reilly. Je suis un actionnaire. J'ai une question sur les pièces de fonds qui ont été livrées à Chicago cette année. Croyez-vous qu'il y a une leçon à y apprendre de cette expérience? D'abord, le suivi, la surveillance avec les sous-traitants et deuxièmement, au niveau des spécifications pour l'acceptation au point de remise avant que la livraison n'ait lieu. Avez-vous des commentaires sur cet aspect du système de gestion qui doit être mis en place? Vous faites référence à un problème avec les pièces qui ont été livrées à la Chicago Transit Authority avec les voitures de métro. Nous avons identifié les problèmes avec le client. C'est sous leur contrôle. Le problème a été corrigé. Donc, nous avons bien appris notre leçon. Maintenant, les voitures sont en service et le problème est réglé. Merci. Monsieur le Président, Willy Gagnon pour le compte du MEDAC. J'ai entre les mains un article intitulé « Libre-échange avec l'Europe, Bombardier prêche la prudence » écrit par Marie Tison dans, ma foi, la presse. Je vous en lis un extrait. Bombardier Transport se montre réticente vis-à-vis de l'accord de libre-échange avec l'Union européenne. Début de la citation. « Il faut qu'un projet de libre-échange, quel qu'il soit équilibré, qu'il soit réciproque, a déclaré à un groupe de journalistes le président de Bombardier Transport, André Navarri, après avoir prononcé un discours devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Si ce n'est pas réciproque, quelqu'un perd, il poursuit plus tard, je ne suis pas en faveur du protectionnisme en soi, mais il faut faire attention à avoir toutes les données de l'équation. Fin de la citation. Maintenant, sur le Buy America Act, toujours Monsieur Navarri, si les contrats de libre-échange permettent aux fabricants installés aux États-Unis de venir vendre au Canada alors que nous, si on veut vendre aux États-Unis et qu'on se heurte au Buy America, quel est l'intérêt du libre-échange? Il faut faire attention. Bon. Vous êtes pour, contre le libre-échange? Est-ce que vous participez aux négociations de ce fameux accord économique et commercial global Canada-Europe? Personnellement, je ne peux pas m'empêcher de remarquer qu'il y a le frère d'un des membres du conseil d'administration qui participe activement à ces négociations-là. Enfin, j'aurais aimé avoir un peu plus de détails là-dessus. S'il vous plaît. Monsieur Navarri? Oui, je vous référais donc à l'interview que j'ai fait il y a 2 jours. Je faisais simplement remarquer que bien évidemment le libre-échange fait partie de quelque chose que tout le monde souhaite, puisqu'il permet le libre-échange des savoirs et des produits. Ceci dit, il faut pour qu'il y ait libre-échange, qu'il y ait réciprocité dans la mesure où chacun des pays et chacun des industries soient correctement traités par rapport à leurs concurrents. Et je donnais simplement, effectivement, l'exemple très simple de la situation entre le Canada et les États-Unis,
où il est vrai que nos unités canadiennes, quand elles ont de la difficulté à vendre aux États-Unis, puisque aux États-Unis, et ce n'est pas à moi d'en juger, ont décidé de mettre en place un Buy America Act qui fait que 60% du contenu de ce que nous vendons aux États-Unis doit provenir des États-Unis. Voilà. Donc ce que je dis à partir de là, c'est que s'il n'y a pas réciprocité, ça veut dire que quelqu'un, un fabricant, quel qu'il soit, qui s'est implanté aux États-Unis, lui peut venir vendre à partir de ses unités du Canada sans aucun barrière au Canada, et que ce n'est pas la réciproque n'est pas vraie pour nos unités canadiennes. Donc c'est simplement une constatation de fait. Excusez-moi. Est-ce que Bombardier a entrepris des démarches politiques pour essayer de défendre cette réciprocité-là? Est-ce que Bombardier a des lobbyistes à son emploi? On a été demandé des commentaires on a été demandé des commentaires sur les clauses des négociations. On a donné nos commentaires qui vont de l'ordre de ce que M. Navarry vient de dire. Donc, vous ne participez pas directement aux négociations, mais vous avez eu l'occasion de donner vos commentaires, c'est ça? Je pense que le gouvernement, lorsqu'il négocie des traités de libre-échange, il veut savoir le point de vue des entreprises qui seraient concernées. Ils nous ont demandé nos commentaires. Donc, vous n'avez pas de lobbyiste? On n'est pas impliqué dans ces négociations. Okay. Merci. Mon nom est Jean Saint-Pierre, je suis actionnaire de Bombardier. Ma question va s'adresser à M. Pierre Beaudoin, le président, et aussi à ses hauts dirigeants. Alors, dans le journal La Presse du 28 avril, sur une chronique de Michel Girard, qui était intitulée « Gloutonnerie dans la rémunération des hauts dirigeants ». M. Beaudoin, cette année, vous allez toucher tout près de 8,2 millions, soit une augmentation de 16 %, alors que le titre a perdu 17 %. Si on regarde les journaux de ce matin, il en a perdu davantage. Alors, il y avait une suggestion et une recommandation qui serait équitable envers nous tous qui sommes actionnaires, vous en avez parlé tantôt, vous nous remerciez d'être ici, qui serait le facteur clé. La rémunération des hauts dirigeants devrait tenir compte du rendement de l'action en bourse, incluant le dividende, et ça dans les 18 ou 24 mois précédant votre Assemblée. Alors, ma question, est-ce que vous avez l'intention, vous, maintenant ou dans l'avenir, à vous conformer à cette recommandation-là, qui est tout à fait logique et qui serait bénéficiable à tous les gens qui sont présents, vos actionnaires qui font en sorte que votre compagnie existe, M. le Président? Je pourrais demander peut-être à notre président du comité de rémunération, M. Monti, de répondre à cette question. Moi, je demanderais, M. le Président, M. Pierre Beaudoin de répondre. Moi, je peux répondre, mais je pense que ce n'est pas de mon rôle de répondre de ma propre rémunération. Ce qu'on demande à notre comité de rémunération, c'est de s'assurer qu'on met en place un système de rémunération qui est compétitif pour nous permettre d'avoir les meilleurs cadres possibles pour qu'on soit compétitif à travers le monde. Il faut comprendre qu'on a une entreprise qui rayonne à travers la planète. Il faut s'assurer d'avoir les meilleurs cadres. De là, avoir un système de rémunération qui est compétitif. Oui, mais vous, là, votre rémunération et vos hauts dirigeants sont permis là, dans les premiers et votre action et vos dividendes. Écoutez, vous n'en avez pas payé pendant des années. Là, le petit dividende, c'est celui le plus bas. Regardez la liste de toutes les actions qui sont sur le marché. Vous payez le plus bas dividende. Par contre, au niveau rémunération, vous êtes parmi les plus hauts. Comme je vous dis, la rémunération de nos cadres, incluant moi, est établie par notre comité de rémunération. On doit être compétitif. Pour ce qui est de la progression de l'action et des dividendes, on a le même objectif que vous, de faire progresser notre action dans un contexte où on fait des investissements à long terme et certains de ces investissements-là prennent quelques années avant de porter ses fruits. Alors, ce que vous me laissez entendre, c'est que vous n'avez pas l'intention de mettre en pratique la recommandation. Ce qu'on a l'intention de faire, c'est de continuer de demander à notre comité de rémunération, avec nos consultants qui nous aident, de s'assurer qu'on met en place un processus pour avoir une rémunération compétitive. Merci. Merci. Autre question?
S'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, la période de questions est maintenant terminée. Et, un instant. Oui? Ah oui, il y avait un commentaire sur le français. Monsieur Daou. Je n'ai pas à vous répéter toute l'admiration que nous avons, le nous est collectif, au Québec à l'égard de cette entreprise que vous dirigez collectivement, ceux qui sont ici, et les membres du conseil d'administration. Il y a une petite inquiétude qui se reflète dans le fait que votre entreprise n'a pas réussi à obtenir un certificat de francisation. Sur le plan technique, vous avez tous les certificats indispensables et je ne voudrais pas qu'on fasse d'analogie. Écoutez, je ne voudrais pas que les gens se disent « bon, ça recommence, la langue ». Mais un certificat de francisation, c'est indispensable et c'est prévu par la loi. Là. Écoutez, ce n'est pas une revendication exclusivement de quelques groupes ici et là. La loi a été votée en 1977. 2012, ça fait 35 ans. Bombardier n'a pas de certificat de francisation. Je connais votre syndicat, je connais les membres des comités de francisation dans votre entreprise. Ils ne me disent que du bien, soit dit en passant, là. Ils sont tout à fait bien au courant puisqu'ils participent à des négociations, des transactions, des discussions hebdomadaires, sinon quotidiennes, avec la direction de Bombardier. Ce ne sera pas très long. Il y a sûrement peu à faire, soit dit en passant. Je me suis renseigné encore hier. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire qui exigerait peut-être et sans aucun doute que l'Office québécois de la langue française tienne compte de certaines particularités. Il y a déjà des ententes particulières, il n'y a pas de problème, mais tienne compte des particuliers de votre secteur dans ce grand secteur industriel qu'est le vôtre. Soit dit en passant, puis là, je ne veux pas vous vanter ou vous accabler, mais c'est un peu étrange qu'au Québec, la plupart des entreprises dans le domaine de l'aéronautique et de l'aérospatial n'aient pas de certificat de francisation. La plupart, sinon la presque totalité. Bon, je ne devrais pas vous dire ça parce que là, ça va vous sécuriser. Vous allez dire, bon, on n'est pas les pires, mais assumer un leadership dans ce domaine-là, ça serait fantastique, ça serait incroyable. Dans quelques mois d'ici, il va y avoir un grand sommet de gens qui se préoccupent des problèmes linguistiques et de la francophonie. Un sommet où il y aura des gens de la plupart des pays où on parle le français. Bon, je ne vous donnerai pas tous les détails. Mon Dieu, que ça serait extraordinaire si on pouvait dire, enfin, l'importante compagnie qui est Bombardier, entreprise, entité juridique qui est Bombardier, qui excelle dans tous les domaines et qui, à l'égard de la francisation, excelle aussi, sauf qu'elle n'a pas le fichu de document de l'Office. Alors moi, je me fais pas le porte-parole de votre syndicat que vous connaissez bien, l'AIM 1751, là, pour les gens qui ne sont pas familiers, c'est le syndicat qui est en place depuis je ne sais pas combien d'années chez autrefois Canadair, maintenant Bombardier. Mais de grâce, moi, je vous le demande, faites un petit pas et
Allez voir l'Office de la langue française, faites-le conjointement avec le syndicat. Et puis, pour ce sommet mondial, on pourra annoncer que Bombardier, qui excelle dans tous les domaines, là-dessus est un modèle. Moi, j'aimerais tellement ça. Merci de vos commentaires. Je peux vous assurer que c'est une priorité pour nous. On a redoublé d'efforts. D'ailleurs, on a déjà accompli maintenant 8 des 9 étapes pour obtenir notre certificat de langue française. Faut comprendre on parle de bombardier aéronautique. On est dans un domaine où la langue de travail est souvent l'anglais. Vous l'avez reconnu vous-même que c'est la situation chez nos compétiteurs, chez nos fournisseurs. Mais pour Bombardier, c'est une priorité. On a pris beaucoup de temps à progresser. Maintenant, on a 8 des 9 étapes accomplies, puis on a bonne confiance qu'on devrait être capable d'obtenir notre certificat prochainement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres affaires à soumettre à l'Assemblée? Sinon, nous sommes arrivés à la fin de cette Assemblée et j'aimerais avoir quelqu'un qui propose la levée de l'Assemblée. Monsieur le Président, mon nom est Pierre Filiatro et je suis actionnaire de Bombardier. Je propose que l'Assemblée soit levée. Merci. Je suis convaincu qu'il y en a qui... Il n'y a pas d'objection à cette levée et on n'a pas besoin d'un vote électronique. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Merci.